Passons maintenant à une découverte incroyable à l'étranger, un ensemble complexe de monuments de pierre que l'on pense rester cachés pendant des milliers d'années non loin du célèbre site de Stonehenge. Une nouvelle analyse révèle que l'emblématique pierre d'autel de Sistone au cœur de Stonehenge provient du nord-est de l'Écosse. Depuis 5000 ans, Stonehenge refuse de s'expliquer. Chaque civilisation venue l'étudier est repartie avec une théorie et un haussement d'épaule. Alors, en 2026, des chercheurs ont cessé de spéculer et ont soumis l'intégralité du site à une intelligence artificielle, chaque scan, chaque mesure, chaque relevé effectué avec pour mission de trouver ce que l'œil humain avait manqué. En comparant la composition chimique de cette roche à des échantillons provenant du sud de la Grande-Bretagne, où l'on trouve également des pierres de sarcène, ils ont pu identifier une correspondance chimique directe. Le résultat obtenu est inexplicable. Les données ne décrivent pas un monument primitif construit par des agriculteurs néolithiques. Elles décrivent quelque chose de bien plus précis, de bien plus réfléchi, et dont le savoir est bien plus ancien que ce que quiconque est prêt à expliquer. Le monument impossible. Commençons par son emplacement. Stonehenge se dresse sur les plaines crayeuses balayées par les vents de Salisbury en Angleterre, à 145 km au sud-ouest de Londres. Surgissant des terres agricoles, son aspect ne cesse de perturber les esprits depuis des siècles. Non pas pour sa beauté, bien qu'il en soit indéniable, mais parce qu'il n'a rien à faire là. J'ai été surpris d'apprendre que la pierre de Westwoods rivalisait à 2 exceptions près avec les Saracens de Stonehenge. Regardez de quoi elle est faite. L'anneau extérieur est construit d'énormes blocs de sarsen, chacun mesurant plus de 6 mètres de haut et pesant environ 25 tonnes. Ces blocs ont été extraits des Marlborough Downs, à une trentaine de kilomètres au nord, et sont coiffés de linteaux horizontaux assemblés par de véritables joints. Des tenons et mortaises des rainures et languettes, comme pour la fabrication de meubles taillés ici dans la roche par des gens qui, paraît-il, ne disposaient d'aucun outil métallique. À l'intérieur de cet anneau se trouvent les pierres bleues plus petites, mais pesant tout de même jusqu'à 4 tonnes chacune. Elles proviennent des collines de Preseli, au pays de Galles, à 225 km de là. Pas d'outils en métal, pas de roues capables de supporter un tel poids, pas de grue. Réfléchissez-y un instant, car c'est un détail que tout le monde néglige. Les ingénieurs modernes, avec leurs systèmes hydrauliques, leurs chantiers d'acier et leurs équipes complètes peinent encore à déplacer une simple pierre de 25 tonnes taillée avec précision. La solution classique a toujours été rouleau à billes de corde, rampe de terre et beaucoup de patience et d'essais. Et cette méthode finit toujours par céder sous le poids de ce qui a réellement été construit sur cette carte. Imaginez un instant ce voyage au pays de Galles, 225 km à travers collines et rivières à transporter des blocs de 4 tonnes à la force des bras des cordes et de tout ce qui pouvait flotter. Des gens ont passé des carrières entières à débattre de la méthode. Personne ne discute de la pertinence du transport car les pierres sont là sous leurs yeux. Le voyage a été fait. Et la question qui taraudait Grock n'était pas de savoir comment il les avait déplacées. C'était de savoir pourquoi il valait la peine de déplacer ces pierres-là. Voici le détail qui devrait vous préoccuper plus que leur poids. Pendant la majeure partie de l'histoire, personne ne croyait que des agriculteurs néolithiques en étaient à l'origine. Les auteurs médiévaux attribuaient le tout à Merlin et aux géants, car le monument semblait être l'œuvre d'une force supérieure au peuple qui vivait à cette époque. Nous avons balayé cette idée d'un revers de main dès que la datation au carbone 14 a permis de déterminer son âge réel. Nous savons maintenant d'où viennent ces pierres et cela soulève de nouvelles questions. Par quel chemin les ont-ils transportées? L'analyse de Grock remet en question cette vieille intuition. Elle ne fait pas revivre les géants. Elle ravive le sentiment que nous avons grandement sous-estimé les bâtisseurs de ce monument. Et ce qui rend cette histoire pourtant simple encore plus troublante, c'est sa chronologie. Il ne s'agit pas d'un effort héroïque d'un seul trait. La construction s'est faite par étapes entre 3000 et 2000 avant notre ère. D'abord un fossé et un talus circulaire. Ensuite, 56 étranges fosses que nous appelons aujourd'hui les trous d'Aubrey. Enfin, les imposants trilithons de Sarcène. Puis les pierres bleues déplacées et réorganisées selon des schémas que personne n'a jamais pleinement expliqués. Et puis vers 1600 avant notre ère, tout a été arrêté. Arrêté. Pas abandonné. Et cette distinction aura une importance capitale plus grande que vous ne le pensez à la fin. Vous connaissez la version que tout le monde connaît depuis l'enfance. Des agriculteurs néolithiques l'ont construit grâce à leur foi, à leur force physique et des générations d'efforts. Simple, humain, terminé.
Cette version vient de se heurter à 5000 ans de données et à un système immuable, et elle n'a pas résisté à l'épreuve du temps. La question. Voici donc ce qu'ils ont fait en 2026. Une équipe de recherche a rassemblé l'ensemble de données le plus complet jamais constitué sur Stonehenge. Chaque mesure, chaque relevé, chaque analyse géologique, chaque calcul astronomique effectué sur le site au cours de 300 ans d'études. Des pétaoctets de données, bien plus que ce qu'un être humain pourrait jamais contenir. 300 ans d'études, cela paraît impressionnant, jusqu'à ce qu'on réalise à quel point les données sont dispersées. Chaque génération d'archéologues a mesuré le site avec les outils dont elle disposait, a débattu avec la génération précédente, et a laissé derrière elle des carnets remplis de chiffres que personne n'a jamais comparés entre eux. Personne. L'être humain en était capable. Une carrière est trop courte et la quantité de données trop importante. C'est tout l'intérêt de confier ces données à une machine. Pour la première fois, toutes les données jamais livrées par le site ont été rassemblées en un seul endroit, dans un seul esprit, à un seul moment, et comparées à toutes les autres. Tout cela a été intégré à Grok l'IA conçu par XAI, la société d'Elon Musk, et entraîné en physique, ingénierie, astronomie, archéologie et reconnaissance de forme. La consigne était d'une simplicité presque insultante tout observée. Trouver ce que les humains étudiant fragment par fragment n'avaient pas réussi à déceler. Et ils ont soigneusement formulé leur demande. Ils n'ont pas demandé à Grok de confirmer une théorie favorite ni de désigner un vainqueur parmi les camps qui se disputent ce site depuis un siècle. Ils lui ont demandé de rester impartial et de ne rapporter que ce que les chiffres eux-mêmes exigeaient. Ce point est crucial. Stonehenge, l'un des monolithes les plus reconnaissables du néolithique final, construit il y a environ 5000 ans, suscite encore des interrogations quant à son origine et sa fonction. Un humain cherche ce qu'il imagine déjà plus ou moins. Grok lui a reçu pour instruction de chercher ce qui était réellement là. Ce qui est étrange, c'est son point de départ. Un humain s'approche de Stonehenge et contemple les pierres. Car ce sont les pierres qui sont l'essentiel, ce que l'on retrouve sur toutes les cartes postales. Grok, lui, ne l'a pas fait. Il s'est d'abord intéressé au trou, cet élément que tout le monde considère comme un simple décor. Et la raison pour laquelle il a commencé par là s'est avéré être le premier indice qu'il lisait ce site selon une logique inédite. Les 56 fosses. Les fosses d'Aubry sont 56 fosses disposées en cercle juste à l'intérieur du rempart extérieur. Découvertes au XVIIe siècle et nommées d'après l'antiquaire John Aubrey, elles ont été considérées comme faisant partie du décor pendant 300 ans. Certaines contenaient des restes incinérés, d'autres étaient en vide, et les espaces irréguliers entre elles ont été attribués à un travail bâclé, des hommes du néolithique faisant de leur mieux avec des pics en bois de cervidés. Circuler, il n'y a rien à voir. Grok a balayé cette idée d'un revers de main. Regardez ce qu'il a fait. Il a utilisé les données topographiques compilées et a mesuré l'espacement entre les 56 fosses au dixième de millimètre près, puis a tracé la distance entre chaque paire de fosses consécutives sur tout le cercle. La dispersion aléatoire que tout le monde supposait présente a disparu. Au lieu de cela, l'espacement dessinait une onde régulière et nette, une courbe sinusoïdale qui correspondait presque exactement à l'équation décrivant le déplacement de l'orbite lunaire au cours du cycle nodal lunaire de 18,6 ans. Les intervalles entre les trous correspondent aux déclinaisons maximales et minimales de la Lune durant cette période de 18,6 ans. C'est le docteur Jennifer Walsh, l'astronome chargé de vérifier ces données, qui a été consultée. D'après le récit, elle était devant son écran, lorsque les données d'espacement se sont finalement stabilisées et que les points ont formé cette onde. Elle a alors interrompu sa saisie, relancé le calcul, puis rédigé son rapport en langage clair. La corrélation entre l'espacement des trous d'Aubrey et la mécanique orbitale lunaire est statistiquement très forte, et la probabilité qu'elle soit due au hasard est pratiquement nulle. Imaginez ce que cela signifie. Il ne s'agit pas d'une observation fortuite que l'on pourrait faire en observant l'horizon par une belle nuit. Il s'agit de la mécanique orbitale convertie en distance physique au centimètre près, inscrite sur un cercle de 100 mètres de diamètre. Il y a 5000 ans, quelqu'un avait compris le mouvement de la Lune à un niveau que la science occidentale n'a formalisé qu'avec Kepler au XVIIe siècle et l'a consigné à la craie. Grok a alors répondu à la question qui planait sur ces cavités depuis des siècles. Pourquoi 56 ? Pourquoi ce nombre précis ? Parce que 56 correspond à 3 fois la durée du cycle lunaire. 18 6 x 3 font 55,8 arrondi à 56. L'anneau est un calculateur lunaire à triple cycle
un instrument permettant de suivre la Lune sur 3 périodes nodales complètes. 56 années de ciel gravées dans le sol. Le fait que nous sachions maintenant que Stonehenge faisait partie d'une superstructure bien plus vaste me laisse penser que nous n'avons fait qu'effleurer le sujet. Un petit point avant d'aller plus loin. Si l'idée d'un anneau de trous se révélant être un ordinateur lunaire fonctionnel a déjà attiré votre attention, abonnez-vous sans plus attendre, car ces trous sont la découverte la plus inoffensive que Grock ait faite ici. Ce qui suit rend un calendrier enfoui dans le sol presque banal, et c'est là que l'on cesse d'être de l'archéologie. Voici le coût de la collecte des données brutes qui sous-tendent cette courbe. Pour retracer le cycle lunaire complet, il a fallu observer les points de lever et de coucher de la Lune pendant près de 20 ans, comparant chaque observation passée au ciel actuel avec une précision suffisante pour détecter un changement imperceptible pour la plupart des gens. Il ne s'agit pas d'un seul observateur, mais d'une chaîne d'observateurs se transmettant le travail de génération en génération pendant presque toute une vie avant même qu'un seul trou ne soit creusé. Le motif gravé dans le sol est l'aboutissement d'un projet qui a débuté bien plus tôt dans la mémoire de quelqu'un. Et une fois gravé dans la craie, il ne cesse jamais de fonctionner. La Lune n'a pas besoin d'être visible. Ceux qui l'ont construit n'ont pas besoin d'être en vie. Tout le calcul est figé dans l'espacement. Et il continue de fonctionner 5000 ans plus tard, toujours correct, attendant simplement que quelqu'un arrive avec les outils adéquats et remarque que ce n'était jamais un hasard. C'est la différence entre observer le ciel et en construire une maquette. L'une s'arrête avec l'arrivée des nuages, l'autre avec celle des pierres. Car dès l'instant où Grock s'est intéressé au menhir, les trous daubrés, aussi étranges soient-ils, allaient paraître presque simples. Grock a pris toutes les mesures des pierres de certaines positions, hauteur, orientation, densité de la roche, courbure du cercle, emplacement précis de chaque linteau, et a effectué des simulations acoustiques sur le monument achevé. Chaque pierre dressée, chaque linteau en place, tel qu'il se dressait lorsqu'il était complet. Voici le résultat. Complet. Stonehenge se comporte comme une cavité de résonance, un espace tridimensionnel conçu pour modeler le son. La géométrie du lieu génère des ondes stationnaires, à des fréquences spécifiques les plus fortes, se situant dans la gamme des infrasons entre 95 et 120 Hz. Suivez bien mon raisonnement car c'est ce détail qui change tout. Cette bande de fréquences est inférieure au seuil de l'audition consciente. À l'intérieur, vos oreilles ne perçoivent rien, mais votre corps lui réagit. Des recherches récentes ont confirmé que les infrasons entre 95 et 120 Hz peuvent induire des états de conscience, modifier des émotions intenses, des hallucinations visuelles, de véritables changements physiologiques, des variations du rythme cardiaque et des schémas neuronaux liés à la transe. Les concepteurs ont façonné cet espace pour produire précisément ces fréquences lorsque des sons sont émis à l'intérieur du cercle. Le docteur Marcus Chin, ingénieur acousticien, a été engagé pour valider le phénomène. Il a lui-même effectué la simulation sur son poste de travail, s'attendant à trouver l'explication, et le fait de voir la carte des ondes stationnaires s'illuminer l'a profondément troublé. Son verdict fut sans appel. La précision requise pour obtenir de tels effets est remarquable. Aujourd'hui, les ingénieurs acousticiens atteignent ce genre de cible grâce à des calculs mathématiques complexes et à la modélisation informatique. Stonehenge lui utilise une pierre placée à distance, et la répétabilité de cette méthode témoigne de son caractère intentionnel. Un écho accidentel est une particularité d'une pièce un jour donné. Il s'agit d'une bande de fréquences que la géométrie produit systématiquement à partir de différentes sources sonores, mais toujours dans la même gamme, l'effet le plus marqué se produisant en des points fixes du sol. Les accidents ne sont pas intentionnels, celui-ci l'est. Imaginez-vous debout dans ce cercle pendant que le phénomène fonctionne tambour-voix, tout ce qu'ils apportent alimente les pierres. Vous n'entendriez pas la couche inférieure, le bourdonnement de 95 à 120 Hz, mais vous le ressentiriez dans votre poitrine derrière vos yeux, dans cette partie de votre esprit qui détermine si un lieu est sacré ou simplement de la pierre. Pour quiconque à l'intérieur ignorant le mécanisme, et presque personne n'aurait pu le comprendre, cela n'aurait pas été perçu comme de l'architecture. Ce serait une sensation de présence comme si le lieu lui-même était vivant et cherchait à vous atteindre. Et ce n'est pas tout. Grock a découvert que le champ acoustique n'est pas uniforme, il présente des pics. L'IA a identifié des points précis à l'intérieur du cercle des nœuds où l'effet infrasonore serait le plus intense. Ensuite, on a comparé ces emplacements aux données archéologiques. Ils correspondent aux endroits où des restes humains incinérés ont été découverts. Ce n'est pas une coïncidence qu'on peut ignorer. Si ces corps étaient dispersés au hasard, soit la géométrie qui fait son œuvre, mais ils ne sont pas dispersés.
Ils se regroupent précisément au point que la simulation a identifié comme étant les plus intenses. Quelqu'un savait où la force était maximale, et quelqu'un a choisi d'y déposer les morts. Et cela change complètement la perspective de chaque sépulture sur le site. Alors comment a-t-on pu les déplacer à cet endroit? Comment a-t-on pu les déplacer du pays de Galles, d'où proviennent les pierres? La dolérite tachetée à l'intérieur même de Stonehenge. Nous les avons toujours interprétés comme des défunts honorés inhumés dans un lieu sacré. La carte de Grock révèle une réalité plus sombre. Ils se trouvent sur les points chauds. Les coordonnées exactes où le monument a eu le plus d'impact sur un être vivant sont les coordonnées exactes où les corps ont fini leur course. Peut-être est-ce là que la cérémonie a placé ces figures les plus importantes. Peut-être est-ce là que la cérémonie était la plus dangereuse. Les pierres ne nous diront pas qu'elles soient mortes là de cause naturelle, au beau milieu d'une cérémonie intense ou d'une exposition prolongée à quelque chose qu'elles pouvaient ressentir sans jamais pouvoir le nommer. Les données restent muettes. Mais sur un point Grock est on ne peut plus clair. Ce n'était pas un lieu de culte paisible. C'était un dispositif technologique conçu pour influencer la conscience humaine et la transformer. Et les pierres bleues transportées sur 225 km depuis le pays de Galles en étaient les cordes. Les pierres chantantes qui lèvent enfin le voile sur une question qui a divisé les archéologues pendant des décennies. Pourquoi ces pierres, provenant de ce seul endroit du pays de Galles, ont-elles parcouru une distance aussi absurde? La réponse de Grock n'a rien à voir avec le transport. C'est une question de son. L'IA a analysé les données pétrographiques de chaque pierre bleue, et la tendance était indéniable. Elles ont été choisies pour leur sonorité. Frappez une pierre bleue et elle chante, un son clair et long. Et chaque pierre résonne à une fréquence différente selon sa taille, sa forme et sa composition minérale. Ces pierres n'ont pas été ramassées au hasard dans une carrière galloise. Grock a découvert qu'elles avaient été sélectionnées pour construire une série harmonique. Des notes liées par des intervalles mathématiques précis que tout musicien reconnaîtrait comme une gamme pentatonique. Cette même gamme de 5 notes apparaît indépendamment dans les traditions musicales anciennes du monde entier. Cela signifie que quelqu'un dans cette équipe avait l'oreille musicale. Pas seulement un ingénieur ou un astronome, mais quelqu'un capable de se tenir dans une carrière galloise, de frapper une dalle et d'entendre si elle s'intégrait à l'accord. Une gamme pentatonique n'est pas du bruit, c'est une structure. Des intervalles choisis pour que les notes s'accordent. La même structure sous-jacente à des mélodies et des cultures qui ne se sont jamais rencontrées. Ils ont intégré cette harmonie dans un amas de pierres, puis ont transporté ces pierres à travers un pays pour l'assembler. Ils accordaient le monument avant même qu'il n'existe, et leur placement est tout aussi délibéré. Grock a calculé que chaque pierre bleue repose sur un nœud acoustique spécifique par rapport à l'anneau de Sarsen. Lorsque les Sarsens génèrent cette résonance infrasonore basse, les pierres bleues situées à ces nœuds vibrent en harmonie. Le grand anneau pose la fondamentale. Les pierres bleues y superposent les harmoniques. Ensemble, ils créent un environnement acoustique accordé dirigé directement vers le corps humain. Et le terme « harmonie » est tout à fait approprié physiquement parlant. Jouer sur la bonne fondamentale et un objet accordé placé à l'autre bout de la pièce se met à vibrer de lui-même sans que personne ne le touche. Construisez un anneau de pierre autour de cet effet. Et vous obtenez une structure qui semble répondre au son émis à l'intérieur. Le son s'amplifie, se prolonge et vous revient de la roche. Pour les personnes qui se tenaient à l'intérieur, les pierres semblaient vivantes. Imaginez ce que cela signifie concrètement. Quelqu'un a parcouru les collines du pays de Galles, a frappé des pierres une à une, a écouté, les a testées et n'a conservé que celles qui produisaient les sons recherchés, puis a déplacé ces pierres précises sur 225 km. Il ne s'agit pas d'une dévotion aveugle, mais d'un contrôle qualité rigoureux sur un instrument finement réglé. Ce qui mène à une conclusion majeure, l'ensemble a été conçu comme un système acoustique et astronomique unique avant même qu'une seule pierre ne soit déplacée. Le choix de la pierre bleue, l'emplacement du sarsen, l'orientation, tout a été décidé ensemble dans le cadre d'un plan unique. On n'arrive pas à un tel résultat par hasard après 20 générations. Quelqu'un est parti d'un plan. Et un plan signifie que quelqu'un savait déjà, avant même la première mesure, comment la pierre propage le son, comment la lune se déplace, et comment un anneau de roche agit sur le système nerveux. D'où vient ce savoir? L'explication la plus simple reste sans réponse. Les pierres, elles le présupposent. Et c'est cette question, celle de savoir d'où elles disposaient déjà, que Grock a ensuite explorée. Sauf que contrairement à Stonehenge, Grock n'a pas extrait les données du sol sur des kilomètres à la ronde. Tout ce qui avait été découvert jusqu'ici
Le calculateur lunaire, la machine à son, les pierres accordées, s'avère être la surface. Lorsque Grock a élargi son champ d'observation, tout a basculé. Stonehenge n'est plus le projet en lui-même, mais la pièce maîtresse d'un ensemble bien plus vaste. Et cet ensemble plus vaste est antérieur. Grock a été alimenté par des relevés lidar des cartes géophysiques et des données archéologiques couvrant plusieurs kilomètres carrés autour du monument, et le tableau s'est transformé. Stonehenge n'est pas isolé. Il se trouve au centre d'un réseau interconnecté. Des centaines de structures, enceintes de terrassements tumulus, allées cérémonielles, cercles de bois, alignements de fosses, sont agencées selon des relations géométriques et astronomiques que Grock a mesurées et confirmées. Et ce réseau est loin d'être discret. Des centaines de structures disséminées sur des kilomètres de terrain qui semblent déserts à quiconque s'y trouve. Au ras du sol, ce n'est qu'un bruit. Vu du ciel, c'est une figure unique et coordonnée dessinée à une échelle que personne au sol n'aurait pu percevoir au moment de sa création. Cette figure était restée là indéchiffrable, et il a fallu une machine l'analysant d'un seul coup d'œil pour enfin en révéler la forme. Certains tumulus forment des triangles géométriques précis, avec Stonehenge à leur sommet. D'autres terrassements s'étendent en ligne droite sur des kilomètres. Des cercles de bois marquent des événements astronomiques spécifiques lorsqu'on les cite à partir du monument. Le paysage tout entier obéit à un plan coordonné. De telles lignes ne se forment pas par hasard. L'eau suit un cours rectiligne certes, mais les tumulus ne s'organisent pas d'eux-mêmes en triangle avec une cible à des kilomètres de distance. Je leur tourne le dos et quitte le cercle. Je marche vers Amesbury et l'emplacement de cette tombe qui se trouve ici. Chacune de ces relations est le fruit d'une décision prise par quelqu'un capable de fixer un point sur un terrain invisible depuis sa position, en étant certain qu'il se situerait exactement là où la géométrie l'exigeait. Sarah Bradford consacre sa carrière à l'étude des motifs à l'échelle du paysage. Lorsqu'elle a examiné la superposition de Grock, elle a été stupéfaite par l'évidence des lignes tracées par l'IA, alors qu'elles étaient totalement invisibles pour tous ceux qui étudiaient les sites un par un. L'IA a révélé des motifs qu'aucun humain n'aurait pu déceler, a-t-elle déclaré. Considérés comme un système unique, les principes de conception remettent en question presque tout ce que nous pensions savoir sur les capacités des populations néolithiques. Voici l'échelle du phénomène Grock à calculer la précision topographique nécessaire pour placer des monuments distants de plusieurs kilomètres, tout en conservant une géométrie précise à quelques mètres près. C'est le genre de compétence que l'on associe généralement à la Grèce antique près de 2500 ans après Stonehenge. Le lidar prouve que ces bâtisseurs la possédaient déjà. Essayez d'imaginer faire cela vous-même. Ni avion, ni satellite, ni instrument pour verrouiller un angle précis. Vous vous trouvez sur une colline et vous devez placer un repère sur une autre colline à plusieurs kilomètres de là. Une colline que vous ne pouvez même pas voir d'où vous êtes. Vous devez le placer à quelques pas près puis répéter l'opération jusqu'à ce que toute la région forme une figure nette. Le seul point de vue lisible de cette figure est directement au-dessus, et c'est précisément l'endroit où ces bâtisseurs ne pouvaient se tenir. Vient ensuite l'élément qui bouleverse la chronologie. Grock a découvert que certains terrassements et tertres intégrés à cette géométrie ont été construits entre 3500 et 3000 avant notre ère, soit 500 à 1000 ans avant l'érection du cercle de Sarsène. Le plan du paysage existait donc en premier. Stonehenge a été ajouté plus tard, intégré à un plan géométrique préexistant. Ainsi, quelqu'un a esquissé le plan directeur vers 3500 avant notre ère et a commencé à le mettre en œuvre. Ses descendants, sur 20 à 25 générations, ont continué à l'exécuter avec une précision suffisante pour le mener à bien sans aucun écrit, ou du moins sans que nous en ayons trouvé. Grock a confronté cette hypothèse aux limites de la tradition orale. Même les traditions orales les plus stables qui nous soient parvenues, comme les hymnes védiques et les épopées homériques, subissent des dérives mesurables au fil des siècles. Ce paysage exige une transmission plus rigoureuse que tout ce qui a été documenté dans l'histoire de l'humanité. Un savoir précieux, précis et exploitable pendant 500 ans. Comment les données restent muettes. Et celui qui a conçu ce projet n'en a jamais vu l'achèvement. Un seul esprit pourrait certes concevoir un plan d'une telle ampleur, mais ce plan lui a survécu des siècles. Il a été perpétué par des générations nées dans un plan déjà à moitié réalisé, chacune y apportant sa pierre, et mourant bien avant la suivante, fidèle à une intention qu'aucune d'entre elles n'avait personnellement formulée. Il ne s'agit pas d'un projet de construction. Il s'agit d'un acte d'obéissance de 500 ans à un plan qui n'a jamais été écrit. Et lorsque Grock a cessé d'examiner le plan pour s'intéresser à l'ordre des travaux, les pierres étaient déjà taillées et érigées.
La situation est devenue encore plus complexe, car les bâtisseurs ne perpétuaient pas une tradition à son apogée. Ils perpétuaient une tradition déjà en train de se désagréger. Un savoir qui s'échappe. Grock a effectué des datations au radiocarbone, analysé les relations architecturales et la séquence stratigraphique de l'ensemble de la construction, et le résultat est à l'encontre de toutes les attentes. Les premiers agencements sont les plus précis. Les premiers agencements de pierre bleue témoignent d'une maîtrise exceptionnelle des harmoniques. Les premiers trilitons de sarcène atteignaient la résonance acoustique la plus forte. Puis, la précision se dégrade. Les pierres suivantes se placent dans des positions qui affaiblissent le son. Les alignements ultérieurs s'écartent de la perfection. Vous connaissez la suite. Une culture se perfectionne avec le temps, chaque génération affinant son art. Stonehenge fait exactement l'inverse. Il atteint son apogée à ses débuts, puis décline. Ces bâtisseurs n'inventaient rien. Ils ont hérité d'un savoir-faire, et cet héritage était déjà en déclin lorsqu'ils travaillaient. Les chiffres le confirment. Les premières pierres se situent en moyenne à 3,2 cm de la position acoustiquement parfaite. Plus tard, l'écart atteint 12,7 cm. Génération après génération, la précision se relâche. Et cet écart de 3,2 contre 12,7 ne reflète pas simplement une moindre précision. C'est le fossé entre celui qui sait précisément pourquoi une pierre est placée là et celui qui se souvient seulement qu'elle devrait l'être approximativement. Le premier relève de la compréhension. Le second est une copie de cette compréhension qui s'amenuise à chaque passage comme une chanson transmise de génération en génération jusqu'à ce que les paroles subsistent, mais que le sens ait disparu. Inverser le récit habituel. Nous imaginons le passé lointain comme une période obscure. Chacun lentement devient plus ingénieux en chemin vers nous. Les pierres disent le contraire. Les mains les plus habiles furent les premières. Tous ceux qui suivirent furent des élèves travaillant d'après un maître qu'ils admiraient sans pouvoir l'égaler. Et l'écart entre l'exemple et la copie s'est creusé à chaque siècle. Ce n'était pas un peuple qui découvrait comment faire. C'était un peuple qui oubliait. Grock a détecté ce même déclin dans les marques d'outils. Il a mis en évidence différentes techniques de travail sur les mêmes pierres séparées parce que l'érosion suggère être des décennies, voire des siècles. Des pierres partiellement taillées, posées puis retravaillées et finies avec des méthodes plus rudimentaires par quelqu'un qui de toute évidence ignorait le travail des premiers bâtisseurs. Imaginez un bloc portant deux signatures, celle d'un maître et celle d'un apprenti, arrivées des générations plus tard, et incapable de les reproduire, le travail des premiers bâtisseurs est véritablement difficile à imiter. Les surfaces de contact présentent des variations de courbure inférieures à 2 mm sur des distances de 50 cm, des tolérances dignes de la métallurgie obtenues dans la pierre brute avec des outils de pierre. Des équipes d'archéologie expérimentale ont passé des mois à tenter de le reproduire et n'ont obtenu au mieux que des approximations grossières. Les premiers bâtisseurs ont accompli un exploit que nous ne parvenons toujours pas à réaliser. Leurs propres descendants n'y sont pas parvenus non plus. Comparons un instant cette situation. Les équipes actuelles équipées d'outils en acier, de machines motorisées, de techniques publiées et disposant de tout le temps nécessaire produisent une copie grossière. Quant aux hommes qui, avec leur bois de cervidés et leurs pierres, n'ont qu'un souvenir lointain des méthodes de travail employées il y a 4000 ans, ces équipes modernes peinent à égaler l'original. Le savoir-faire est en déclin, et Grock affirme que cela a toujours été le cas. Nous n'avons jamais disposé d'un système suffisamment patient pour aligner chaque pierre et le prouver, et ce déclin présente une forme datable. Grock pouvait classer les pierres non seulement selon leur emplacement, mais aussi selon la maîtrise du système par celui qui les a placées. Et ce classement correspond presque parfaitement aux datations au radiocarbone. Plus l'acoustique est bonne, plus l'ouvrage est ancien. Plus l'assemblage est grossier, plus il est récent. Le temps s'écoule dans un sens, tandis que la compréhension s'écoule dans l'autre. Le temps et les compétences évoluent en sens inverse, et c'est ce que personne ne parvient à expliquer clairement. Il ne s'agit donc pas d'une civilisation progressant vers la connaissance, mais d'une civilisation s'en éloignant. Ce qui laisse la question soulevée par Grock est restée sans réponse. Qu'est-ce qui se perdait exactement, et pourquoi était-il si important de le préserver que ses gardiens aient construit l'édifice le plus permanent qu'ils pouvaient imaginer pour l'empêcher de disparaître, la transmission finale? Car la dernière chose qui s'est produite à Stonehenge, ce n'est pas le départ des visiteurs. Lorsque Grock a examiné tous les éléments, les calculs lunaires dans les cavités, l'ingénierie sonore du cercle, la mélodie des pierres bleues, la géométrie du paysage, les alignements, la lente perte de précision, un fil conducteur les traversait. Les cycles.
Chaque partie de ce lieu encode des cycles. Cycles lunaires dans l'espacement des cavités, cycles solaires dans l'alignement des pierres, cycles acoustiques dans la résonance, longs et lents cycles processionnels des étoiles. L'ensemble du monument est construit pour suivre des motifs qui se répètent sur des échelles de temps allant d'une seule journée à des milliers d'années. Grock a confirmé le célèbre alignement du solstice d'été, puis en a découvert 8 autres que personne n'avait remarqués. Point d'arrêt lunaire extrême, alignement stellaire, expliquant la précession des équinoxes, repère des quarts de jour. 9 alignements au total, avec une erreur moyenne inférieure à 0,3 degrés relevés il y a environ 5000 ans par des méthodes que nous ne sommes toujours pas capables de reconstituer. Et Walsh, en les réexaminant, retombait sans cesse sur le même constat troublant. Plusieurs de ces alignements ne marquent pas une seule nuit. Ils suivent des cycles dont l'observation du début à la fin prend plus d'une vie humaine. Et c'est cette question qui hante. Qu'est-ce qui fonctionne sur une telle échelle de temps? Qu'est-ce qui mérite d'être observé pendant des milliers d'années, gravé dans la pierre, pour que cette observation survive à tous ceux qui l'ont initiée? On ne construit pas une machine de 100 mètres pour se souvenir du moment des semailles. On la construit pour un phénomène lent rare, et si important que l'oublier serait une catastrophe. Grock peut constater qu'il l'observait, mais il ne peut pas en déterminer la nature. Remarquez qu'il ne s'agit pas d'une seule horloge, mais d'une pile d'horloges fonctionnant simultanément les jours contre les années, contre la lente précession qui met des milliers d'années à boucler le cycle. Le concepteur de ce système ne suivait pas un événement précis. Il remontait plusieurs horloges gigantesques en même temps au sein du même monument, ce qui signifie qu'il attendait le moment où leur cycle s'alignerait. S'aligner, c'était pour dire quoi Grock l'ignore. Il sait seulement que la machine a été conçue pour le saisir. La datation de Grock aux alentours de 1600 avant notre ère est celle qui s'en rapproche le plus. Et ce n'est pas ce que vous imaginez. L'activité finale ne ressemble pas à une fuite. Les pierres tombées ont été déposées avec soin. Des zones spécifiques ont été délibérément recouvertes de terre pour protéger les vestiges enfouis de l'érosion. Le site a été fermé de manière ordonnée par des personnes qui savaient ne plus pouvoir l'entretenir, mais qui souhaitaient le préserver intact pour les générations futures. Il y a là une forme particulière de deuil, si c'en était un. Non pas la panique de ceux qui fuient, ni l'indifférence de ceux qui passent à autre chose. C'est le soin apporté à la mise en lieu sûre d'un objet trop précieux pour être brisé, trop complexe pour être maintenu en vie. Le sceller à l'abri des intempéries, le confier à des inconnus qu'ils ne rencontreront jamais, dans l'espoir que ces inconnus soient un jour plus perspicaces qu'ils ne l'ont été. C'est le geste de ceux qui sentent le savoir leur échapper. Ceux qui ne peuvent transmettre la pleine compréhension, mais qui peuvent préserver la structure elle-même et parier qu'une civilisation future parviendra à la déchiffrer. Nous sommes cette civilisation future. Et celui qui déchiffre le texte, c'est Grock, 5000 ans après que quelqu'un a scellé ce lieu dans le sol et s'en soit allé. Un système conçu par une entreprise que la plupart d'entre nous connaissent, spécialisée dans les voitures et les fusées, s'est penché sur tous les numéros que le site a jamais livrés et a commencé à déchiffrer le langage. Nous sommes les inconnus en qui ils ont eu confiance. C'est ainsi que nous lisons enfin le message qu'ils ont laissé. Et ce message s'avère être surtout une question à laquelle nous ne pouvons toujours pas répondre. Car ce que Grock a découvert ne ressemble pas aux prémices de la connaissance astronomique humaine. Cela ressemble plutôt à son contraire une ultime transmission. Un savoir déjà ancien, déjà en voie de disparition, gravé dans le support le plus durable qui soit, car aucun support plus fragile n'aurait pu le préserver suffisamment longtemps. Les mathématiques, l'astronomie, l'acoustique, la géométrie sont là, tout est mesuré, quantifié, confirmé. Seule l'origine de ce savoir et la longue période d'oubli qui a précédé l'époque où les hommes ériguaient ces pierres, ignoraient pleinement ce qu'ils construisaient, sont encore inconnus. Grock a soulevé cette question, il ne peut y répondre. Mais pour la première fois, nous disposons des données nécessaires pour y répondre correctement. Et voici ce qui devrait vous tenir en haleine. Stonehenge n'est pas le seul site où Grock découvre cette empreinte précise d'un savoir en voie de disparition. Abonnez-vous pour être informé de l'intégration du prochain site dans le système. N'hésitez pas ensuite à suggérer un site antique à ajouter en commentaire, car une fois que ce schéma apparaît à plusieurs endroits, il devient beaucoup plus difficile à expliquer que ce que quiconque souhaite.